vous faites long et vous donnez la possibilité de poser des préoccupations qui vous donnent plus d'éclairage et plus de détails sur le projet. Je vous remercie. Je voudrais m'adresser au directeur du Centre national de transformation. Bon, par le passé, les donneurs bénévoles étaient rappelés à travers des SMS. Je n'en vois plus. Est-ce que ça aussi ne fait pas partie de... Et puis il y a une nouvelle politique qui a été mise en place. Le donneur bénévole devrait suivre tout le processus que font les autres qui demandent le sang. Est-ce que ça aussi n'est pas un frein pour les bénévoles qui viennent donner? Après un don, il faut attendre 3 mois. Bon, c'est ce qui est dit. Est-ce que 2 mois, ça ne peut pas donner la possibilité à quelqu'un de venir encore donner le sang? Oui, je m'appelle Tivoli de Radio Espoir. Claude Tivoli, comme il l'a annoncé, Radio Espoir. Aujourd'hui, il y a des donneurs bénévoles qui viennent donc donner de leur sang. Mais il s'avère que souvent, quand ces personnes-là donnent leur sang, elles sont aussi dans les difficultés pour avoir le sang, il faut qu'ils payent. Ils doivent payer le sang. Or, on donne le sang gratuitement, mais pour avoir le sang, il faut payer le sang. Alors, je voulais savoir pourquoi. Qui d'autre? Oui. Camarade de Radio Al-Bayan. Camarade Radio Al-Bayan. Moi, j'étais donneur. À un certain moment donné, bon, depuis un bon moment, je ne donne plus le sang. Parce que il a été découvert qu'il y avait une trace de ce qu'on appelle l'hépatite. Donc, je ne donne plus le sang. Ce que je n'ai pas compris, lorsque je voyais des campagnes de don de sang, je donnais mon sang. Mais il ne m'a jamais été dit que je ne pouvais plus donner du sang parce que voilà ce qu'on a découvert. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant que lorsque l'Institut, le centre découvre des cas de ce genre, il faut prévenir ces personnes pour leur dire, bon, écoutez, désormais, vous ne pouvez plus donner de sang parce que ces personnes, au lieu que ces personnes aient donné le sang et que vous venez ici encore trier ce sang, enlever dans le sang, c'est un manque à gagner. Vous gagnez en temps. Et ces personnes, désormais, connaissant leur statut, ils ne vont plus donner le sang, mais peut-être pourront encourager les gens à aller donner le sang. Parce que c'est des situations aussi qui découragent certaines personnes. Ils n'ont souvent pas le feedback du sang qu'ils ont donné. Donc du coup, ils sont là, dans l'ignorance, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Je peux continuer. Exceptionnellement. Je veux dire, comment se fait la prise en charge de celui qui a le sang peut-être Merci aux différents intervenants. J'ai eu 3 intervenants, M. Braconan, M. Tivoli de Radio Espoir. Braconan, c'est quel nom là? Soit le fond. Et puis M. camarade de Al-Bayan. Donc, M. Kra a profité de la question de M. camarade pour ajouter sa question complémentaire dessus. Je veux dire que M. Kra voulait savoir pourquoi on ne fait plus de SMS aux donneurs de sang. Effectivement, il y a quelques années de cela, après chaque don, le donneur recevait un SMS. SMS qui lui disait: Monsieur ou Madame, merci d'avoir donné votre sang. Merci de revenir nous voir dans 2 mois ou dans 3 mois à telle date, en fonction de l'intervalle du don du sang. Ce SMS ici, quand c'était votre anniversaire, vous envoyez un message pour vous souhaiter un très bon anniversaire. Au-delà de l'anniversaire, on vous souhaite aussi de passer des joyeuses fêtes de Pâques ou de Noël ou de Ramadan ou de Tabaski.
cela se faisait et cela créait beaucoup d'émulation au niveau des donneurs de sang. Cela montre aux donneurs de sang que le sang des transfusions sanguines, au-delà du fait de donner du sang, le considèrent comme un membre de leur famille. Et enfin, par SMS aussi, on rappelait aux donneurs de sang, une semaine avant le don de sang, vous devez venir donner du sang, par exemple, le 27 de ce mois, et à 3 jours avant, on vous demande, n'oubliez pas votre rendez-vous prochain, c'est dans 2 ou 3 jours. C'était un très bon moyen de communication et de rappel au don de sang. Ce rappel au don de sang était appuyé, était sponsorisé par une organisation dans laquelle elle prenne part. C'était un projet du président américain dans la lutte contre le sida. Et le CNS a bénéficié de ce projet-là, une partie de ce projet-là dans le cadre de la lutte contre le sida. Et donc, il nous appuyait pour faire sa SMS. Et depuis que le projet a pris fin, il a été difficile pour nous d'avoir des financements extérieurs pour prendre en charge. Vous savez, la Côte d'Ivoire, nous avons autour de 50 000 donneurs réguliers et 40 000 donneurs, nouveaux donneurs par an. Il faut envoyer des SMS à tous ceux qui donnent du sang. Donc il y a un coût véritable dans la vie. Nous n'avons pas eu de preneur. Un projet très important par rapport à l'autosuffisance en produits sanguins, nous n'avons pas eu de preneur pour sponsoriser, n'est-ce pas, pour nous appuyer dans le financement des SMS. C'est ce qui a bloqué le système. Mais il faut dire que nous ne sommes pas restés là. Nous avons repris tous les logiciels parce que nous avons repris les machines parce que c'est le système informatique. Aujourd'hui, nous avons tapé à la porte du CDD. Ceux qui connaissent le CDD, le contrat de désendettement et de développement. On fait que, voilà, dans le cadre de la pénurie du sang, ici est un grand moyen de mobiliser les donneurs. Le docteur Ida, qui est le chef du projet CDD CNPS ici, a travaillé avec les gens du CDD et ils ont accepté de nous accompagner dans ce projet de SMS. En fait, cette année, les SMS vont reprendre pour non seulement le bonheur du CNPS, mais le bonheur aussi de nos donneurs de sang, qui à travers les SMS se sentent vraiment revalorisés par la structure. Donc voilà ce que je voulais vous dire, monsieur Ibarra. Peut-on, pourquoi ne donne pas le sang tous les 2 mois, ou tous les mois, tu ne vas pas dans 3 mois, d'abord la besoin du sang? Vous savez, en matière de toute organisation, il y a des règles, il y a des principes, il y a des normes. Nous ici, on a dit que le don de sang se fait chez l'homme 4 fois dans l'année, chez la femme 3 fois. Si vous prenez 4 fois dans l'année, c'est tous les 3 mois. Si vous prenez chez la femme 3 fois dans l'année, c'est tous les 4 mois. Et ça ne nous empêche pas de dire que nous allons faire ça tous les 2 mois, par exemple, chez l'homme. Parce que par le passé, le don de sang c'était tous les 2 mois. Mais il faut être prudent en matière de prélèvement du sang chez les gens. Le don de sang ne doit pas nuire au donneur ni au receveur. Si vous saignez quelqu'un tous les 2 mois, et qu'à la longue il devient anémie lui-même, vous avez créé un problème à la base de l'autre. Donc on a dit, pour ne pas que le donneur s'embrouille dans l'intervalle de dons, on leur a demandé 4 dons dans l'année. Si on a 3 mois, c'est pas mieux. Si on se fait à 2 mois, vous pouvez faire 2 mois, vous faites 4 dons dans l'année. Mais on peut se tromper, M. Camara a dit tout à l'heure, il est un peu positif, et puis on a pris le sang quelque part. Parce que peut-être les gens n'ont pas son antériorité. Donc ça peut arriver. Donc on a dit, si on calme à 3 mois, personne ne peut se tromper. 4 mois dans l'année, ce sera clair. Donc voici un peu. Et puis,
dire aussi, parce qu'on a besoin de sang, qu'il faut saigner abondamment les gens. Hein? Sinon, on a même tout le mois. Hein? Tous les mois. Parce que le globule rouge se constitue au bout de 3 semaines, le globule rouge est constitué. C'est-à-dire le sang qu'on a prélevé au bout de 3 semaines, c'est reconstitué. Donc vous n'avez plus de problème. Mais, comme je dis, il y a des règles, il y a des normes, il y a des textes qui sont là, il faut les suivre. Ce sont les hommes qui écrivent les textes, les hommes doivent suivre les textes. Pour ce qui concerne M. Tigoli de Radio Espoir, les donneurs de sang, ils donnent le sang, quand ils donnent du sang, ils doivent payer. En principe, ce qui est dit, le donneur de sang ne paye pas le sang. Ça, il faut que ce soit clair. Si vous pouvez le divulguer partout, un donneur de sang ne doit pas payer le sang. Le donneur de sang, quand il a besoin de sang, c'est gratuit pour lui. Quand ses enfants ont besoin de sang, c'est gratuit. Quand son époux, son épouse a besoin de sang, c'est gratuit. Quand son papa ou sa maman a besoin de sang, c'est gratuit. Le donneur de sang, c'est la seule chose qu'on peut lui faire à reconnaissance de ce qu'il nous apporte tous les 3 mois pour sauver les vies. C'est une reconnaissance. Le don de sang en Côte d'Ivoire est bénévole, volontaire et anonyme. C'est-à-dire, le donneur de sang, quand il vient, il n'attend rien de nous. Mais nous, par reconnaissance de son geste, de son acte, on a décidé de lui faire aussi don de ce qu'on peut lui faire. Ainsi que les prestations que nous faisons ici au centre de transfusion sont gratuites pour les donneurs de sang. C'est-à-dire, si un donneur de sang vient pour un repas sanguin de son enfant, c'est gratuit. Parce que nous, on fait des groupes sanguins ici. S'il vient pour un dépistage ici dans l'hépatite, c'est gratuit. Parce que c'est leur prestation. C'est ce qu'on peut lui faire. Et ça, je voudrais qu'on le suive de manière forte. Et ce devient un droit pour le donneur de sang. Parce qu'on lui a dit, vous avez droit à ça. Ce qui se passe souvent dans les hôpitaux, et on dit que le donneur de sang paye. C'est vrai que si vous partez faire l'examen du sang au CHU de Prêche-Nuit, ce n'est pas le sang de transfusion. On va vous demander de payer même si vous êtes donneur de sang. Parce que vous avez passé ce partenariat ou bien cette convention avec le donneur de sang. Si vous partez pour du sang, ils vont vous dire non. Nous, le CNTS, vous avez le sang. Si vous voulez du sang gratuitement, allez-y au CNTS. Le CNTS n'est pas dans tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Donc, on a vu avec les responsables des hôpitaux. Si un donneur de sang vient pour voir, il a besoin de sang. Je ne parle pas des autres prestations parce que c'est pas mal de faire des opérations cardiaques ou bien l'appendicite, ce n'est pas des mauvais sorts. Mais le sang, c'est de notre ressort. S'il a besoin de sang, le donneur de sang a une carte de donneur. Il a un numéro de donneur. Si vous doutez de sa sincérité, appelez-nous, donnez-nous le numéro seulement. On vous dira si c'est un vrai donneur ou si ce n'est pas un vrai. Si c'est un vrai donneur, vous lui faites la gratuité. La chose, c'est déclassé que ce produit sanguin a été donné gratuitement à quelqu'un quand vous allez retourner au CNTS. Si on doit vous faire une compensation, on va vous faire la compensation. C'est aussi simple que ça. Le donneur de sang ne peut pas aller, comme je le dis, nous avons plus de 400 hôpitaux en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas 400 centres de transfusion, ça dit. Donc, il y a un travail à faire avec nos collègues des hôpitaux. Un travail important à faire avec les collègues des hôpitaux. Parce que souvent, le problème du sang se pose dans l'hôpital. Et ça, le ministère de la Santé a pris à part le pont. On a des réunions périodiques avec les directeurs des hôpitaux. Nous sommes en train de passer à un test pour que les directeurs d'hôpitaux s'impliquent dans la gestion du sang dans l'hôpital. Parce que très souvent, c'est une personne qu'on donne qui joue, le patron sur le sang de l'hôpital et il décide à qui il veut donner du sang. Et ça, c'est malheureux. Parce que l'hôpital ne produit pas de sang, l'hôpital dépose du sang. Et souvent, quand vous allez à l'hôpital, on vous dit on veut du sang, il n'y a pas de sang. En principe, l'hôpital doit contacter
tel malade est dans notre service, il a besoin de B négatif, on n'en a pas dans le stock, est-ce que vous en avez au centre? Parce que c'est urgent. Si vous en avez, on va vous envoyer une ambulance rapidement pour venir le libérer. Cette communication est difficile à mettre en place. Donc c'est tout le travail que nous sommes en train de faire. Parce que les parents de malades ne sont plus obligés de venir dans les centres de transfusion, n'est-ce pas? Ils ne peuvent plus venir dans les centres de transfusion à la recherche du liquide précieux. Il y a un texte qui dit le circuit du sang exclut le parent du malade. Voyez-vous? Et si le parent du malade est exclu, c'est que M. Camara ou M. Kra ne peut pas prendre le pont pour venir au CNTS pour dire je veux du sang. Si vous venez, on va dire non, c'est l'ambulance qui doit venir chercher du sang. Et ceci pour éviter les fraudes. Parce que par le passé, chaque parent quittait l'hôpital pour aller dans un centre de transfusion sanguine, dans le pont de son malade, pour aller chercher du sang. Mais on a vu qu'il y a beaucoup de fraudes là. Le malade est par exemple à la PISA. Le parent se débrouille pour avoir un bon de sang de l'hôpital de Porto. Il vient chercher le sang. On pense que le sang est parti à Porto. Alors que le sang a été détourné pour aller dans une clinique privée. C'est pour cela aujourd'hui, on dit que la clinique privée a besoin de sang. Elle vient avec son ambulance et le bon de son malade. Parce que je ne crois pas une clinique privée qui va prendre le bon de malade de quelqu'un en ville pour dire je vais aller chercher du sang parce que je vais aider quelqu'un. Ça, c'est pour, n'est-ce pas, maîtriser la traçabilité des produits sanguins. Donc, pour revenir à cette question de pourquoi les donneurs payent, je vous ai dit tantôt que les donneurs ne doivent pas payer. Donc, aujourd'hui, nous allons nous battre, n'est-ce pas, les imperfections qu'il y a dans le système. Faire en sorte que cela puisse être rapidement levé, parce que ce n'est pas bien qu'un donneur de sang paye. Parce qu'il va frustrer, il va mécontent. Et quand un donneur de sang est mécontent, c'est la contre-propagande qu'il va faire. Et c'est négatif pour le système transfusionnel, parce que ça empêche les autres de devenir des donneurs de sang. Le donneur de sang, c'est le meilleur messager en matière de promotion du don de sang. Mais ça peut être le pire s'il est contre le don de sang, s'il a été frustré quelque part. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention pour ne pas, n'est-ce pas, faire en sorte que nos camarades qui donnent volontairement le sang soient frustrés, surtout ils le font bénévolement, ils ne sont pas obligés de le faire. Donc il y a un travail qui est en train de faire dessus avec l'association des donneurs de sang. Vous savez qu'il y a une union nationale de donneurs de sang qui est basée même au sein de transfusion sanguine. Pour qu'ensemble on trouve le troisième moyen pour bien juguler cela. Le cas de M. Camara par rapport à. Donc M. Tigoli, voilà, ça répond à votre question. Sachez que c'est gratuit. Le donneur de sang, et ses ascendants, et ses descendants, et son conjoint. M. Camara, par rapport au résultat d'analyse faite sur le sang. Vous savez, quand vous venez donner du sang, on vous dit, vous avez un questionnaire, vous remplissez. Dedans, on vous dit qu'on on va vous faire un certain nombre d'examens. Mais en même temps, le médecin vous dira aussi que s'il y a une anomalie, on va vous informer. Parce que pour nous, c'est important d'informer le donneur du sang. Les examens qu'on fait sur le sang, c'est quoi? C'est l'examen du VIH-Sida, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis. Ça, ce sont les examens de dépistage. C'est ce qui permet de sécuriser le sang. Maintenant, en fait, notre examen qu'on appelle l'immunohématologie, c'est le groupe sanguin et le résus. Ça, c'est pour éviter les conflits immunitaires entre le donneur de sang et le malade qui va recevoir le sang. Donc, pour le groupe sanguin, c'est vous êtes AB ou O. Vous êtes résus positif ou résus négatif. Ça n'a aucune incidence sur votre santé ou bien sur votre progéniture. Il n'y a pas des gens qui donnent plus d'enfants que d'autres, des groupes sanguins qui donnent plus d'enfants que d'autres, ou bien des groupes sanguins qui sont sujets à des maladies que d'autres. Rien à voir. Par contre, les examens sérologiques permettent de s'assurer de l'état de santé, n'est-ce pas, du donneur de sang. Et ceci est important pour nous, parce qu'un donneur de sang sain donne du sang de bonne qualité.
un donneur de sang qui est malade va donner du sang de mauvaise qualité. C'est logique. Parce que le sang véhicule ce qu'on a dans le corps. Donc le premier maillon de sélection de la qualité d'une poche de sang provient du donneur lui-même. C'est-à-dire, si vous avez des donneurs sains sur toute la ligne, vous ne jetez aucune poche de sang. Voilà pourquoi on demande aux donneurs de sang qui sont réguliers, de rester réguliers et d'avoir une hygiène de vie pour ne pas avoir une infection. Parce qu'avec eux, il n'y a pas de rejet. Tout le sang collecté est produit et redistribué aux populations. C'est-à-dire que vous avez pris 100 poches, vous distribuez 100 poches. Alors que s'il y a des infections ou des anomalies, si vous avez pris 100 poches, peut-être c'est 90 que vous allez distribuer, ou bien 80, parce que le reste, il y a des doutes. Même quand il y a un doute, on ne prend pas. Parce que pourquoi le don de sang ne doit pas ni au donneur de sang, ni au receveur de sang. Donc, le camarade dit, il a eu un doute sur son sang, il n'a pas été informé. Il a continué même à donner le sang. Certainement, c'est dans les collectes mobiles. Certainement. Parce que s'il était au centre de transfusion sanguine, le système qu'on a, le logiciel médical qu'on a ici, quand vous avez plus d'anomalie, dès que vous donnez votre nom, quand on introduit, vous dites que vous le trouvez. Et celui qui vous enregistre vous dit, allez-y voir le médecin, parce que lui ne peut plus continuer la saisie. Il faut quelqu'un au-dessus de lui pour pouvoir lever cet obstacle. Donc ça vous permet tout de suite de voir si la machine qui ne peut pas lever, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc le super utilisateur, il y a le médecin qui est au-dessus, va rentrer dans certains paramètres, regarder les résultats. Parce qu'il faut savoir que vos résultats sont confidentiels. N'importe qui ne doit pas regarder les résultats. Sauf le donneur qui peut donner son résultat à qui il veut. Mais nous, on ne donne le résultat qu'au donneur de sang lui-même. C'est pour cela que, même si on vous appelle, vous pouvez dire, on ne peut pas vous dire au téléphone, venez parce que vous avez hépatite, ou bien syphilis, ou bien non. On dit, venez, on doit recontrôler votre sang d'abord. S'il s'avère que sur le tube qu'on a pris, le sang est toujours positif, là, vous êtes convoqué à une séance de consultation avec le médecin qui va vous expliquer maintenant votre séropositivité pour telle ou telle infection et quelle est la conduite à tenir. Donc, je reviens à M. Camara pour dire certainement il a été dans des collectes mobiles où la base de données n'était certainement pas à jour. Parce que souvent on charge le portable pour aller dans les collectes mobiles. Mais si la base de données du portable n'est pas à jour, on ne verra pas vous passer. C'est quand on arrive ici et qu'on rentre vos données dans la machine, arrivé, la machine dit non, ce n'est pas. Mais on a déjà prélevé le sang. C'est ce que M. Camara dit, c'est du gaspillage. On a déjà prélevé le sang. Alors qu'on ne devait même pas prélever. Donc pour éviter cela, on a demandé pour que le donneur de sang, bon, il y a quelque chose où il a dit, on ne vous dit pas. Alors on ne vous a pas dit que vous étiez douteux. Mais en principe, quand vous faites la consultation, on vous dit tout ce que vous devez faire et que les résultats vous seront communiqués certainement au prochain don. Certainement au prochain don. Pour que d'abord vous puissiez revenir. Et quand vous revenez pour le prochain don, on vous donne votre résultat. S'il est bon pour moi, on ne vous dit rien. Mais moi j'ai demandé au médecin, même s'il est bon, de dire. S'il n'est pas bon aussi, de parler. Parce que souvent les gens sont dans le doute, c'est vrai, ils m'ont pris le sang, mais est-ce que c'est bon, c'est pas bon, je ne sais pas, ils ne m'ont pas dit. Et souvent, on a peur de poser la question. Parce qu'on s'est dit, si je pose la question, ce qu'ils vont me dire, est-ce que ça, je pourrais supporter ça? Voilà. Mais on a demandé au médecin quand même de dire. S'ils n'ont pas fait, c'est une erreur. Il faut être franc. S'ils n'ont pas fait, c'est une erreur. Un médecin qui constate une anomalie dans le sang d'un donneur de sang, si le donneur en face de lui doit lui dire. Celui qui ne peut pas dire au donneur, c'est le non-médecin. L'infirmier ne peut pas dire, sauf si la dérogation du médecin. Le technicien de laboratoire ne peut pas dire, ni celui qui enregistre, parce qu'il n'a pas droit à ces résultats-là. Ce n'est pas de sa compétence. Donc, M. Camara, si vous ne l'avez pas dit, c'est une faute. Normalement, il devait vous dire qu'il y a un doute et que vous devez revenir pour faire un contrôle. Et non de continuer à vous prendre le sang chaque fois que vous allez à une collecte de sang. C'était la vérité.
Voilà un peu, je crois que je fais le tour de la question. Voilà, M. Guessa, M. Bra a profité de cette question pour dire est-ce qu'il y a une prise en charge s'il y a quelle est la prise en charge derrière? Effectivement, il y a une prise en charge. Il y a une prise en charge. La prise en charge consiste à quoi? D'abord, je vais parler de 3 marqueurs, 4 marqueurs. Le premier marqueur, c'est le VIH-Sida. Si le donneur de sang est séropositif au VIH-Sida, s'il revient et qu'on refait l'examen et qu'il est toujours confirmé VIH-Sida, nous avons une cellule ici qui s'appelle le centre de suivi des donneurs de sang, les prises en charge. Arrivé dans ce centre, il lui a fait des examens complémentaires, dont la charge virale. Et après ces examens complémentaires, s'il peut bénéficier d'une prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire de mettre sur antirétroviral, eh bien, on le met sur antirétroviral. Et on le suit. Et les antirétroviraux, vous savez, c'est gratuit. Ici, notre centre de suivi aussi est un centre accrédité de traitement du VIH-Sida. Donc, c'est gratuit. Si c'est la syphilis, c'est l'antibiothérapie. On vous met une extensiline ou bien il y a tellement de médicaments comme la syphilis. Hein, et dans la semaine, vous êtes guéri de votre syphilis, on n'a qu'à faire après un contrôle pour voir. Si c'est l'hépatite B ou l'hépatite C, là les choses deviennent un peu compliquées. Il faut faire un certain nombre d'examens encore pour voir si c'est une hépatite active, si c'est une hépatite chronique, si c'est une hépatite, si vous avez des anticorps, si vous êtes déjà protégé même. Et là, on vous adresse au centre de prise en charge des hépatites. Il y a un programme ici qu'on appelle le programme national des hépatites. Et qui a des ramifications dans les hôpitaux, dans les séries de gastro-entérologie. Aujourd'hui, au niveau du centre de transfusion sanguine, vous savez, nous ne sommes pas un centre de traitement, nous sommes un centre de collecte et de distribution du sang. Mais nous sommes en train de nous battre pour ce qui concerne nos donneurs de sang, pour ceux qui sont négatifs dans tous ces marqueurs, l'hépatite, il y a la vaccination qui existe. Comment trouver le financement pour vacciner nos donneurs de sang réguliers, pour ne pas qu'ils, de la négativité, plongent un jour dans la positivité? Parce que ça arrive. L'hépatite est la maladie la plus contagieuse que toutes les maladies qu'on connaît ici, plus que le sida. Malheureusement, la population ne semble pas très bien connaître les hépatites. La population ivoirienne, il y a plus de 10% de la population ivoirienne qui est hépatite positive. Le sida, c'est 2% maximum. Donc il y a plus d'hépatite que le sida. Mais on fait plus de tapage pour le sida que de l'hépatite parce qu'on a eu peur rapidement du sida. Aujourd'hui, le sida, c'est pas ça qui tue. En Côte d'Ivoire, il y a le traitement. Mais l'hépatite, ça tue. Parce que le traitement coûte 300 000 francs par mois. En 10 mois, vous avez 3 millions. Ce n'est pas donné à n'importe qui de se soigner d'hépatite. Donc, il y a un travail qui est en train de faire pour que le coût du traitement baisse. Mais la meilleure des choses, c'est de faire en sorte qu'on n'attrape même pas la maladie. C'est la vaccination. Ça doit vacciner quoi? On fait avec un rappel. En un an, si vous êtes vacciné, c'est fini. Vous êtes sauvé des autres toute votre vie d'hépatite. C'est ce combat-là qu'il faut faire. Je disais tantôt, c'est bien de traiter qu'on veut mieux prévenir. Moi, c'est ma philosophie, ça. C'est bien de donner le médicament, mais si on peut empêcher la personne d'avoir la maladie, c'est encore mieux. C'est cette bataille que nous sommes en train de faire. Donc, M. Kamara, il y a des cellules de prise en charge qui existent. Pour certaines, c'est de la gratuité totale. Pour d'autres, on demande une contribution du patient parce qu'il y a un coût encore élevé. On n'a pas encore trouvé les bailleurs prendre tout en charge. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux différentes questions qui ont été posées. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Monsieur Gomé, dans son intervention, a dit qu'ils allaient approcher plusieurs associations, notamment la FECI, la jeunesse catholique et autres. Moi je dis, est-ce que c'est pas mieux d'aller au-delà parce que ces associations, je pense qu'elles ont l'habitude de donner du sang. Est-ce que ce serait un challenge d'aller vers ces associations qui ont déjà l'habitude de donner du sang? Ne faut-il pas aller vers d'autres personnes qui sont réticentes ou bien des régions où le directeur peut-être où il y a une réticence à donner du sang? Maintenant, ma dernière question concerne monsieur le directeur. J'ai suivi un de vos entretiens sur la radio Côte d'Ivoire
vous avez dans le prix des différents points de sang dans les différents hôpitaux. Je ne sais pas si vous avez dit, c'est 5 000 francs dans les CHU et 2 500 dans les hôpitaux généraux. Je ne sais pas si c'est bon de moi, c'est ce que j'ai entendu. Pourquoi cet écart? Est-ce qu'il n'est pas bon d'uniformiser? Puisque c'est la même structure qui produit le même sang, pourquoi cet écart? Je suis Théodore Zou, RTI1. Et mon préoccupation, c'est d'abord les deux personnes de ressources, le directeur et également M. Goubé. Mais ma première question va à l'endroit de M. Goubé. Nous réunissons ce matin. La Côte d'Ivoire a un gap de 70 000. Et vous, oui. La Côte d'Ivoire a un gap de 70 000 poches. Je dis que nous avons ce manque. Et vous, votre fondation va prendre en compte 25 000 poches par an. Quel est le budget dont vous disposez? Parce que je sais que vous avez cité déjà les partenaires. Et quelle est réellement la stratégie d'attaque, parce que les sensibilisations ne manquent pas, pour que nous puissions enfin quitter ce gap de 70 000 poches. Il y a également le directeur qui a posé le problème du paludisme, qui est un frein à ce don qui est fait au quotidien. Quelle est votre stratégie également pour lutter contre, surtout que vous vous occupez des enfants? Voilà. Et à l'endroit du directeur, lui il prend en charge déjà les 20 000 et les 25 000, il reste 35 000 poches déficitaires. Comment allez-vous procéder pour pouvoir combler ce déficit, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin? Regardez. Bon, je vais répondre à la première question qui a été posée par votre ami patriote. Je crois qu'il a dit succinctement dans sa question qu'il trouvait plutôt utile de nous adresser à d'autres associations de jeunesse plutôt qu'à celles qui ont déjà cette pratique, cette habitude de donner du sang. Bon, comme on dit chez nous, trop de viande ne vient pas à la sauce, ça c'est de façon triviale. Et deuxièmement, le directeur l'avait fort bien appelé, même quand je remarque que la remarque est suffisamment juste, je donne la réponse, c'est que il faut contribuer à la fidélisation, il faut contribuer à la sensibilisation. Donc ceux qui donnent déjà le sang sont plus crédibles quand ils sensibilisent et sont plus efficaces. Donc pour nous, c'est une façon d'amplifier notre message, de lui donner plus d'écho en travaillant avec ces associations déjà qui sont suffisamment rodées dans le sang, dans le don de sang. C'est le premier niveau de réponse. Le deuxième, pour enfoncer la porte que vous avez déjà ouverte, c'est que nous sommes en train de parler avec les municipalités. Nous avons déjà eu beaucoup d'entretiens avec comment on appelle ça, les maires et leurs cabinets pour qu'on puisse s'adresser aussi à d'autres jeunes qui ne sont pas forcément réunis en association professionnelle ou syndicale. Donc ce travail est en train d'être fait, je vous rassure. Maintenant, en ce qui concerne la question de notre ami Théodore Zouzou de RTI1, il parlait de la réduction du gap. Comment nous comptons faire mobiliser effectivement les 25 000 poches de sang? C'est ce travail que nous faisons par l'intermédiaire de cette conférence de presse, par exemple, dont vous allez nous faire l'écho. Et ensuite, par le plaidoyer, la mobilisation communautaire. Donc, nous avons déjà rencontré beaucoup d'organisations patronales, dont la CECI. Nous attendons incessamment que ces institutions que nous rencontrons nous reviennent avec une réponse favorable définitive. Nous avons contacté également l'armée dans ces différents démembrements. Il ne se passe pas une journée sans qu'on ait une réunion. Donc, pour répondre succinctement à cette question, déjà, à un premier niveau, c'est une mobilisation communautaire. C'est une mobilisation auprès des institutions, c'est une mobilisation auprès des associations et syndicats. Donc, il n'y a que le plaidoyer et la mobilisation communautaire qui vont nous emmener à bon port. Sachant que le don de sang est gratuit et volontaire, mais il a un coût. Celui qui arrive sur place, celui qui arrive doit prendre une collation. Et donc, nous faisons en sorte que nous aurions les moyens de notre politique. À titre d'exemple, nous avons contacté justement dans cette démarche de mobilisation de fonds une société qui produit du thon qui s'appelle Heron. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que le président directeur général de cette société a reçu notre courrier, il a été directement interpellé, il nous a fait une boîte, il nous a fait un don de plus de 1400 boîtes de thon.
donc à hauteur de plusieurs centaines de mille francs CFA. Pour la simple raison que lui-même est un donneur invétéré. Il est d'origine italienne, il a bientôt 70 ans. Il fait 6 km tous les matins pour se maintenir en bonne santé. Et malheureusement, je crois que l'âge limite c'est 60 ans. Mais voilà, pour faire plus simple, nous procédons de cette façon-là. Parler aux gens, les approcher et leur dire on n'a pas nécessairement besoin de moyens en espèces ou en contribution. Si vous pouvez contribuer déjà pour la collation, pour le déplacement, pour mettre un câble. Notre disposition, on peut faire en sorte que les gens aient une collation, on peut faire en sorte aussi de nous aider dans la communication. Parce qu'après, nous allons faire des spots publicitaires, nous allons faire, grâce à vous, des annonces presse, des articles qui expliquent mieux, qui se font un peu l'écho de ce que veut dire le directeur, parce qu'il y a aussi de l'ignorance, il y a aussi de la mauvaise information à ce sujet. Donc tout ça contribue à faire en sorte que nous puissions atteindre l'objectif que nous avons fixé en essayant de collecter 25 000 poches de sang. Donc c'est une caravane qui va parcourir à peu près 20 localités de la Côte d'Ivoire, dont 7 communes du district. Et nous avons 1 an pour le faire. Voilà. Donc on espère qu'au bout d'1 an d'activité, accompagné d'informations, de communication, de persuasion, nous pourrions valablement faire en sorte que nous puissions atteindre l'objectif que nous sommes fixés. Et puis pourquoi pas, dans les années qui suivent, aller au-delà. Voilà. Ok, merci monsieur le directeur pour cette émission. Oui, j'ai eu deux questions par le même intervenant. Notre ami du Patriote dit pourquoi différent de prix des poches de sang alors que c'est la même production, la même maison mère produit. Vous savez, les prix ont été fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Et pourquoi la différence de prix? Parce que le sang en Côte d'Ivoire est subventionné. Le prix de revient, le prix de production d'une poche de sang tourne entre 30 et 50 000 francs en fonction du produit sanguin. Parce que, comme on le dit, ce n'est pas de la veine à veine. C'est-à-dire, on ne branche pas un tuyau sur la veine du malade, et puis on branche le même tuyau sur la veine du donneur, et puis ça communique directement. Non. On doit récupérer chez quelqu'un, on va s'assurer qu'il est sécurisé. S'il ne l'est pas, comment le mettre à disposition pour qu'il puisse être transfusable sur l'autre. C'est tout cela qui donne ce prix de 30 à 50 000 francs. En sachant que le donneur de sang, comme a dit M. Goumé, il doit avoir sa collation, ça fait partie du coût. Il doit avoir sa prime de transport qui est de 1000 francs quand il doit retourner chez lui. Et tout cela concourt au coût de production. En temps, il sera mis. L'État de Côte d'Ivoire dit ce prix-là, notre population ne peut pas payer. À l'hôpital d'Abangourou, puis à l'hôpital général de Tengrela, vous allez voir le paysan qui sort de là avec son enfant, vous dites la poche c'est 30 000 francs, il ne pourra pas payer. Ici, il en a besoin de 10, ça fait 300 000 francs. Donc l'État a décidé de subventionner. Mais il subventionne en fonction du niveau de l'hôpital. Vous savez, il y a une pyramide sanitaire en Côte d'Ivoire. Il y a des hôpitaux de premier contact. Et puis après, vous avez les hôpitaux généraux, les CHR, et vous avez les CHU au-dessus. C'est un système pyramidal. Et le degré de subvention dans ce système-là est en fonction du niveau où vous êtes. La subvention d'un CHU est différente de la subvention de FSU comme le Pompoué par exemple. Donc, c'est en fonction de ça que l'État a subventionné les produits. Il dit, si vous êtes dans un hôpital général, vous avez un FSU comme un hôpital régional, la poche de sang qui revient à 30 000 francs par exemple, vous est cédé à 2 000 francs. C'est 2 000 francs. Parce que ça, c'est depuis l'instauration de la gratuité civile. Si vous êtes dans un CHU, la même poche de sang vous revient à 5 000 francs. Ça veut dire que ça a été déjà subventionné 25 000 ou de 45 000 francs en fonction du produit sanguin. Si vous êtes dans une clinique privée, c'est 25 000 francs CFA. Ça a été déjà subventionné de 50% ou de 15 000 francs CFA en fonction du produit sanguin. Donc partout où vous trouvez, vous avez la subvention. Parce qu'il y a eu l'instauration de système de recouvrement de coûts depuis la conférence de Bamako, depuis les années 92, que le système de santé doit faire un recouvrement des coûts. C'est dans le cadre des recouvrements de coûts qu'on a instauré le prix de poche de sang. Bon, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, depuis
2014, depuis l'instauration de la gratuité 2013-2014, il y a 70% des bénéficiaires des produits sanguins en Côte d'Ivoire pour qui le sang est gratuit. C'est qui ces 70% des bénéficiaires? Ce sont le couple mère-enfant. Les enfants de 0 à 5 ans, les traitements sont gratuits. Bien qu'à l'application, ce n'est pas tout à fait évident, mais c'est gratuit. Moi, je dis ce qui est dans les textes. Maintenant, pour l'appliquer, il faut prendre les moyens pour que ce soit appliqué. Les femmes, en période d'accouchement, c'est gratuit. Et les accidentés, les personnes qui arrivent aux urgences dans les 48 heures, c'est gratuit. Ça se tombe aussi sur le produit sanguin. Et ceux-là, le couple mère-enfant représente à peu près, la consommation de sang, tout à l'heure je vous disais que c'est eux qui consomment, il représente à peu près 70% de la consommation du sang, donc 40% pour les enfants et 30% pour les femmes. Donc vous voyez, si on arrive à trouver suffisamment de sang pour cette population-là, c'est comme si on donnait le sang à 60, gratuitement à 70% de la population de Côte d'Ivoire. Parce que c'est 70% qui consomment. Donc aujourd'hui, le problème du prix du sang n'est pas le véritable problème du sang. C'est la disponibilité. C'est parce qu'il n'y a pas de sang que certaines personnes font de la surenchère. S'il y avait du sang partout, qui allait pas dire, ah si tu veux du sang, il faut m'envoyer ça, il faut me donner ça. On n'allait pas dire ça, il y en a. C'est quand il y en a pas, parce que c'est rare que certaines personnes font de la rétention pour pouvoir augmenter le prix par devers. N'est-ce pas, votre grande population? Parce que ceux qui font les prix qui ne sont pas des prix homologués ne vous donnent jamais de reçu. Ils ne vous donnent jamais de reçu. C'est pour ça qu'on dit aussi à la population, celui qui vous donne une poche de sang, demandez-vous un reçu. Parce que c'est avec ça que vous pouvez dire, il m'a vendu hors du prix homologué. Mais si vous allez dire, ah, je suis parti, la poche qui coûte 5 000 francs, il m'a donné ça à 70 000, ou bien à 30 000. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il vous a donné ça? Vous n'avez perte de pouvoir. Il faut exiger ce reçu. Sans le transport, quand vous sortez, si vous avez un BL, un bordereau de livraison, plus une facture. Pour aller jusqu'à partout, ce qu'on a demandé maintenant, avec le ministère du cabinet, c'est de faire afficher tous les prix devant tous les dépôts de sang. Mais souvent, les affiches, ça ne fait pas une semaine. Vous affichez le lendemain, la nuit, vous verrez, il y a quelqu'un qui est passé qui a levé le prix. Bah, parce que ça n'arrange pas. Voilà. Mais il faut combattre cela. Il faut combattre cela avec l'implication de tous. Et les utilisateurs, et les bénéficiaires, et nous les prestataires. Parce que la complicité commence par le prestataire d'abord. Mais le bénéficiaire aussi est complice parce qu'il accepte de faire ce troc. Mais vous pouvez jouer le jeu. Il a accepté, mais dénoncer après. Dénoncer tout de suite. Voilà, je suis parti prendre le document qu'on m'a donné. Le 2 000 francs, j'ai payé à 5 000 francs. Et on va vérifier effectivement la pression. Quand les gens vont voir ça, une fois, deux fois, trois fois, parce que le test de loi existe sur la transfusion. Celui qui fait trafic, il est passible devant les juridictions du pays. Vous avez dans le temps, dans la presse, trafic de sang, les policiers ont mis la main sur ces gens-là. J'ai fait des articles, on a mis la main dessus. Ils sont allés en prison. Parce que les textes sont là. Mais il faut que nous-mêmes nous dénoncions cela aussi. Donc voilà, monsieur le travail du patriote, voilà un peu par rapport aux différents prix que je vous donne. 35 000 poches à combler si le projet Challenge me donne 25 000. Il me reste 35 000. Non, je vais demander encore au projet Challenge de continuer. De continuer, mais pour vous dire, je vous ai dit depuis qu'on était à 97 000 poches en 2011, que je dis nous sommes à 160 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, nous essayons aussi de faire monter la quantité. Et c'est notre devoir, c'est de trouver les voies et moyens, les circuits qu'il faut pour qu'il y ait ces 70 000. Pour nous, la stratégie, c'est la fidélisation. C'est-à-dire les 25 000 donneurs qui vont nous envoyer, on va faire en sorte qu'ils reviennent donner du sang toujours. S'ils donnent du sang toujours, disons tous les 3 mois, vous verrez qu'on n'aura même pas besoin de ce que 200 000 Ivoiriens donnent du sang. Si on appelait 100 000 ou bien 150 000 donneurs de sang qui donnent régulièrement plusieurs fois le sang, on a bouclé. On a bouclé le système. Voilà pourquoi j'ai dit que l'autosuffisance est possible. L'État va jouer sa partition parce que si les gens viennent de ce qu'il n'y a pas de poche pour prélever, il n'y a pas de tests pour faire des analyses, ça ne sert à rien.
Mais s'il y a pression de donneurs de sang sur l'État, l'État est obligé de mettre la moyenne pour tester le sang. C'est obligé. Mais s'il met les moyens et puis il n'y a pas de donneurs, ça ne sert à rien. Donc, c'est ensemble que nous allons gagner cette bataille de l'autosuffisance. Je voulais, en complément à la question de M. de la RTI, parler d'une activité, d'une action qui s'appelle 1000%. 1000 francs pour ceux qui veulent contribuer à collecter du sang. Donc, c'est une opération que nous allons lancer bientôt. Nous avons des partenaires qui sont fortement intéressés par cela. Tout ça, c'est pour soit avoir des moyens pour la collation, soit pour le transport. D'accord? Et puis, nous sommes déjà en train de mettre en place, parce que le directeur a fort justement insisté sur un aspect très important, c'est la fidélisation. Donc, après avoir longtemps discuté avec les collaborateurs du directeur qui nous ont fait comprendre cette chose-là, nous sommes en train de mettre en place des clubs, qu'on appelle des clubs d'enfants. Ce sont des jeunes étudiants ou des jeunes aussi d'autres statuts qui ont la possibilité, entre 18 et 25 ans, de donner régulièrement leur sang, bien entendu selon les normes édictées tout à l'heure par le directeur général et qui sont admis par l'OMS. Et puis, nous avons aussi des contributions extérieures. Voilà, des personnes que nous connaissons à l'extérieur, que nous sollicitons de nous accompagner aussi dans cette année. Donc, c'est un peu la complément d'information que nous voulons donner, mais vous pouvez aussi, par la communication, dans un plus large écho, dire que toutes les personnes qui sont intéressées par ce projet pourraient nous rejoindre la caravane là où elles seront. Et la caravane, nous la voulons suffisamment festive pour enlever ce côté un peu inquiétant, un peu angoissant. Le sang est suffisamment rouge, ça fait un peu peur. Voilà. Donc, nous voulons l'air de boulet faire des fêtes qui permettent d'égayer les gens, de les informer, voilà, des projections, donc un contenu que va mettre à notre disposition le CNTS, nous donner aussi un large écho à tout ce qu'ils font comme activité, des vidéos qui peuvent aider. Donc ça va être un peu de sorte de petits villages voilà, qui vont faire en sorte que les gens puissent avoir toutes les informations nécessaires, donner leur sang avec la joie au cœur. Voilà, c'est un peu ce que je voulais ajouter en complément d'information. La campagne débute le mois prochain, en août. Nous sommes en vacances. Quand nous savons que le gros lot des donneurs, c'est les élèves, quel conseil vous pouvez donner à l'ONG, à la fondation, pour qu'elle réussisse cette mission? Voilà, merci. Donc, nous rebondissons sur la question. Le conseil a été donné. Nous avons une très bonne séance de travail avec les conseillers techniques du directeur. Il est là. Et c'est pour ça que nous faisons la caravane. Nous allons trouver les vacanciers là où ils sont, simplement. Dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Voilà. Nous avons aussi nos représentants, donc les membres de la fondation, qui sont en rôle à l'intérieur du pays pour amener toutes ces personnes-là. Nous avons aussi le Club 25, voilà, les jeunes gens que nous avons mis en place dans les établissements scolaires et ailleurs qui vont se faire le relais. Donc il y a tout un maillage et toute une chaîne humaine qui fera en sorte que nous puissions collecter le sang là où se trouve le vacancier et même au-delà. Ok, juste un additif pour l'heure. Non, juste un additif, c'est une idée. Parce que très souvent, je ne sais pas si je peux appeler, c'est une erreur que les gens font, on appelle la presse pour les couvertures. Mais pourquoi ne pas aller vers aussi les médias pour qu'ils puissent donner du sang? Au lieu de juste rester à communiquer, pourquoi ne pas donner de leur sang? Quand je parlais, j'ai dit dans le plaidoyer, nous allons vers les institutions et les communautés. Donc bien entendu, vous êtes suffisamment bien organisé au niveau de la presse. Donc voilà, on saisit là-bas le mot. Donnez-moi rendez-vous, le chargé de la relation publique est là, j'en profite avant de présenter le bon point de notre direction. Oui, bien entendu. On va adresser ça à la voie officielle. Vous pourriez, dans vos différentes rédactions, appuyer la demande, etc. Donc, M. Christian Auré se charge de ce travail. Il est le chargé de la relation publique, à côté de lui, Aubin Labbé, trésorier, chargé de la ministre de la Finance. Donc, pour répondre simplement, enfin, même pas répondre, mais pour partager avec vous cette proposition intéressante. Voilà, nous adresserons des courriers à la presse. Vous êtes suffisamment nombreux, suffisamment structurés pour nous aider à la fois à faire la communication, mais aussi
à donner votre sang de façon plus concrète. Merci beaucoup pour la proposition. Je vais laisser à nos deux présentateurs dire un dernier mot. M. Arnaud, Ok, merci. Gomez, vous avez la parole. Je voulais déjà dire un grand merci au directeur général du CNTS qui nous appuie depuis que la décision a été prise par ses services, après plusieurs entretiens, plusieurs séances de travail, ont décidé de nous appuyer par rapport à la confiance et la crédibilité qui nous donne auprès de l'ONG. Donc, grand merci, monsieur le directeur général. Nous ferons en sorte que cette confiance qui nous est accordée en nous donnera la possibilité de contribuer humblement à notre niveau à la résolution de l'épineux problème de la collecte de sang soit menée à bon port et que nous puissions, toujours grâce à vos conseils, à vos appuis techniques, faire en sorte que nous puissions aussi réussir la bataille de la visibilisation. Merci beaucoup, monsieur le directeur, et justement à votre équipe qui collabore suffisamment bien avec nous. Je voulais aussi remercier tous nos donateurs, si vous permettez que rapidement je puisse les citer. Donc, Safaroto, LK Service, Eron, Soliva qui nous a donné des dizaines, des centaines de boissons, aussi bien en eau qu'en boissons sucrées pour la collation, ça c'est à saluer. Et Eron, Jumbo, MTN, voilà, qui nous accompagne dans la caravane parce que c'est suffisamment de moyens qu'il nous faut, et nous le faisons à titre bénévole. Donc, remercier la presse, tous nos amis qui ont pris le temps de venir, qui ont pris le temps de rester jusqu'à la fin de cette conférence de presse, et puis vous demander d'accorder le plus large écho à notre travail, et puis nous engouffrer dans la brèche qui a été ouverte par notre ami. Je nous demande aussi de saisir la presse pour qu'elle puisse à la fois donner son sang et amplifier le travail. Donc, merci beaucoup. C'était succinctement ce que j'avais à dire. Nous reviendrons vers vous, bien entendu, pour d'autres informations à vous communiquer, de telle sorte qu'on puisse gagner aussi la bataille de l'information. Merci, M. Gomez. Monsieur le directeur. Merci. Je voudrais d'emblée remercier l'ONG, la Fondation de développement santé, pour l'initiative qui a été prise. Participer à la promotion de la collecte du sang en Côte d'Ivoire. Je dis souvent dans mes propos que l'affaire du sang n'est pas l'affaire du ministère de la Santé ou du CNTS seulement. C'est l'affaire de chacun d'entre nous, de chaque habitant qui vit sur cette terre de Côte d'Ivoire. Parce que chacun de nous peut avoir besoin de ça. C'est pour cela que leur venue auprès du CNTS pour appuyer le CNTS dans le cadre de la couverture des besoins en produits salaires n'est que sanitaire. Je voudrais vraiment vous remercier votre fondation, remercier votre directeur et dire que ce projet-là nous tient à cœur. Parce qu'à partir de ce projet peuvent naître d'autres projets. Donc il faut qu'on réussisse ce projet-là ensemble. En tout cas, moi je suis confiant. Et je sais qu'avec l'appui de nos partenaires qui sont les partenaires de la communication, et là je me tourne vers la presse. Quand on dit qu'il y a un problème sur le sang, tous les journaux en parlent. Quand on dit venez donner du sang, 2 journaux seulement en parlent. Faisons l'inverse. Plus de journaux parleront du don de sang, moins on aura de problèmes de sang en Côte d'Ivoire. Donc moi je vous invite à nous appuyer, à être avec nous. N'attendez pas qu'on dise par manque de sang, quelqu'un est mort dans un hôpital. Faites en sorte qu'on ne dise plus cela en Côte d'Ivoire. Appuyez tous les jours un petit encart, le don de sang et l'affaire de source. N'oubliez pas d'aller faire votre don. Si vous écrivez ça tous les jours dans un petit encart, quelque part, avant la fin de l'année, nous aurons atteint l'autosuffisance. Et sur ces mots d'espoir-là, je termine mon propos pour dire vive le projet Challenge Résus, vive le sang en Côte d'Ivoire pour que vive les Ivoiriens.